Voici un vol des tourneaux. Tous les oiseaux se déplacent ensemble de façon organisée, et pourtant il n'y en a pas un seul qui donne des instructions aux autres. C'est ce qu'on appelle du mouvement collectif, le fait qu'un groupe d'individus se mette à bouger de façon coordonnée sans qu'il n'y ait de meneur. On peut aussi observer du mouvement collectif dans d'autres groupes d'animaux, comme dans les bancs de poissons ou les colonies de bactéries. Mais en fait, un système n'a pas besoin d'être vivant pour créer du mouvement collectif. On peut même en observer dans des expériences de physique. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans le projet Lutétium. Le domaine de la science qui étudie le comportement des systèmes composés de plein de sous-unités s'appelle la physique statistique. Par exemple, calculer la pression à notre échelle en connaissant le mouvement de milliards d'atomes qui composent un gaz ou prédire la valeur d'un actif financier quand des milliers d'agents interagissent sur un marché sont des problèmes qui relèvent de la physique statistique. Et l'émergence de mouvements collectifs dans des systèmes, c'est juste un autre problème que la physique statistique tente de résoudre. Pour en observer, il faut que les particules qui composent les groupes soient actives, c'est-à-dire qu'elles aient une petite source d'énergie qui leur permette de se propulser. Pour des systèmes vivants, cette source d'énergie c'est simplement l'énergie qu'ils ont accumulée en mangeant, qui leur permet de se déplacer. Mais pour une expérience de laboratoire, il faut que cette activité vienne de mécanismes plus simples, donc plus faciles à contrôler. Par exemple une réaction chimique ou juste un petit moteur. Et pour voir comment on peut concevoir des expériences de mouvement collectif, on va aller rencontrer Olivier Dauchot, directeur de recherche au laboratoire Gulliver de l'ESPCI. Du coup, bonjour Olivier, on est ici dans ton labo où tu fais tes manips de physique sur la matière active, et on se demandait justement qu'est-ce que c'est l'intérêt de faire des expériences de physique plutôt que de regarder un vol d'oiseau, un vol d'insecte, un vol de poisson. Alors, il y a un peu deux raisons. Une première raison, c'est que d'aller faire des expériences dans la nature, suivre des oiseaux, ça demande quand même beaucoup de logistique. Avoir la reproducibilité sur plusieurs expériences successives est difficile. L'autre raison, c'est que ces systèmes sont des systèmes où il y a énormément de paramètres qu'on ne contrôle pas bien. La force du vent pour les oiseaux, je sais pas, la fin des insectes, où est-ce qu'ils en sont dans leur cycle de reproduction, etc., etc. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir des systèmes inertes construits par la main de l'homme, où on contrôle a priori les lois physiques élémentaires qui gouvernent nos petits individus. Mais justement, est-ce qu'il existe des modèles théoriques pour décrire ça déjà? Alors oui, d'un autre côté, c'est un peu l'autre extrême, il y a des modèles qui ont été proposés, toute cette histoire de matière active a même un peu commencé comme ça, le jour où Tamás Vicek, un Hongrois à Budapest, a proposé un modèle très simple pour décrire des vols d'oiseaux. Il a proposé un modèle vraiment de physicien, très réductionniste, consiste à dire voilà, un oiseau c'est un point, chacun de ces oiseaux est animé d'une vitesse qui a une certaine orientation et une valeur donnée. Et puis quand cet oiseau numéro 1 rencontre un deuxième oiseau, qui lui aussi va avec sa vitesse propre, les deux oiseaux interagissent s'ils sont dans un certain voisinage. Et la règle mise à la main dans ces modèles consiste à dire ils vont s'aligner parfaitement sur la vitesse moyenne des deux oiseaux avant de se rencontrer. Et puis, comme il y a un peu de bruit, il y a un peu de perturbation, à la fin, ça sort un petit peu comme ça, voilà, légèrement déformé. Donc ça, c'est vraiment un modèle très simpliste, qui a beaucoup de mérite parce qu'on peut faire beaucoup de choses d'un point de vue numérique et théorique, mais disons, de façon opposée aux expériences de biologie, il est peut-être trop simpliste. Et donc, le but d'avoir des expériences modèles en laboratoire, c'est de pouvoir confronter ces systèmes un peu universalisants à différentes familles d'expériences pour voir si elles sont bien décrites par ce cadre ou bien s'il y a des paramètres importants qui ont été oubliés. Et c'est une question qui est d'autant plus délicate qu'on n'a pas de principe qui sous-tendent la physique de ces systèmes parce que ces systèmes sont des systèmes hors équilibre. On dit qu'un système est à l'équilibre thermodynamique lorsque tous les changements qui s'y passent sont réversibles. Par exemple, dans un gaz, ça veut dire qu'on a autant de chances de voir une particule se déplacer d'un point A à un point B que de la voir faire le chemin en sens inverse. Cette propriété fait que les systèmes qui présentent un déplacement global dans une direction, par exemple un écoulement, ne sont pas à l'équilibre thermodynamique. Et plus largement, dans un système à l'équilibre, il ne peut y avoir aucun type de flux, c'est-à-dire de transport de matière ou d'énergie à grande échelle. Et tous les systèmes où il existe des flux sont appelés systèmes hors équilibre. Et il y a plein de façons d'avoir un système hors d'équilibre. Par exemple, si on a deux températures différentes dans un système, ça crée un courant de chaleur. Si on a deux pressions différentes, ça crée un courant d'air. Et si on impose une tension aux bornes d'un circuit, ça crée un courant électrique. Et dans les systèmes actifs, chaque particule individuelle a envie de se déplacer dans une direction spécifique. Pour un oiseau, par exemple, celle dans laquelle il regarde. Du coup, le mouvement d'une particule individuelle n'est plus réversible. Le système est hors équilibre dès l'échelle de la particule. Et du coup, en pratique, comment est-ce qu'on fabrique une particule active? Ah bah oui, c'est très important de savoir ça en effet. Et en particulier, une particule active ne peut pas être un point comme dans ce modèle de Vicek. Donc, si on veut fabriquer une particule active, au moins d'un point de vue conceptuel, on est obligé de commencer par une particule normale, disons une sphère ou un disque, et puis si on veut qu'elle soit active, il faut briser la symétrie avant-arrière. Donc voilà, ici une particule qui a maintenant un avant et un arrière.
Elle a donc une direction qui lui est propre. Voici. Et ensuite, il n'a plus qu'à lui greffer un petit moteur qui peut prendre différentes formes. Et une fois que ce moteur sera en marche, la particule se déplacera dans la direction qui a été créée dans le design de la particule. Donc plus concrètement, voici des petits X-Bugs que l'on peut trouver dans le commerce. Ces petits objets ont des pattes qui sont orientées vers l'arrière et c'est ça qui brise la symétrie avant-arrière. Puis ensuite, à l'intérieur, ils ont un petit moteur de téléphone portable et donc, quand on met le moteur en marche, ils avancent dans la direction prescrite par leur fabrication. Celui-là est un petit peu tordu, mais si on en prend un qui marche bien droit, vous allez voir qu'il peut vraiment partir tout droit pendant longtemps. Voilà. Alors, ces petits objets, comme vous avez pu voir, ont eux-mêmes de la variabilité, donc il nous faut des objets encore mieux contrôlés. Et donc, dans le laboratoire, nous avons créé des petits marcheurs inspirés de ce modèle que je vous ai dessiné. Ces petits marcheurs, vous voyez, sont en fait des disques en métal sur lesquels on a greffé une petite patte en caoutchouc et une petite patte métallique. Et lorsqu'on va poser ces petits disques métalliques, donc les pattes sur le sol, et que le sol sera un vibreur, et bien à ce moment-là, ces petites particules vont se mettre à marcher. Donc nous avons ici un vibreur sur lequel on peut poser la petite particule. Donc ce plateau vibrant est mis en mouvement par un vibreur électromagnétique qui transmet un mouvement vertical par cette longue tige à cette pièce. Cette pièce assure à la fois la verticalité parfaite du mouvement et la structure ici assure l'horizontalité parfaite du plateau. Il n'y a plus qu'à mettre le plateau en marche. Et une fois le niveau de vibration requis atteint, le petit marcheur se met en mouvement. On met ensuite autant de marcheurs qu'on veut sur ce plateau et la caméra installée ici permet de suivre la dynamique de cette population de marcheurs. Mais du coup, si vous mettez toute une population, beaucoup de particules là-dedans, ça va devenir extrêmement compliqué. Comment est-ce que vous arrivez à extraire de l'information de ça? Alors le fait qu'il y ait beaucoup de particules, comme ici par exemple, tu vois, il y en a un peu plus d'un millier, n'est en soi pas vraiment un problème. Au contraire, comme on ne s'intéresse pas à la dynamique individuelle de chacune des particules, mais à leur comportement collectif, on va pouvoir faire des moyennes sur la population de particules, et dans ce cas-là, au contraire, plus la population est large, mieux les moyennes sont définies. Et pour s'assurer que la dynamique collective que l'on observe n'est pas induite par un biais expérimental, nous utilisons aussi des particules témoins. Ces particules témoins sont du même type que celles que nous avons étudiées, fabriquées ici, sauf qu'elles sont parfaitement symétriques, n'ont pas de direction et donc ne sont pas autopropulsées par la vibration. Donc, voilà ce que ça donne quand on filme une population de ces particules posées sur le vibreur. Voilà, ici à gauche, les particules témoins, je mets la vibration en marche et qu'est-ce qu'on voit? On voit un mouvement désordonné des particules sans aucune direction privilégiée qui se collisionnent, un peu comme les molécules dans un liquide. À droite, au contraire, on s'aperçoit que les petites particules qui ont une direction privilégiée créent des mouvements d'ensemble qui sont absolument différents du désordre qu'on observe à gauche. On voit des mouvements collectifs. On a mis donc en évidence le fait que ce système fabriqué de la main de l'homme présente des comportements similaires aux comportements qu'on veut étudier et qui sont observés dans la nature chez les populations d'oiseaux et d'animaux. Tu viens de nous dire qu'il y avait du mouvement collectif dans le système, donc un alignement des vitesses. Mais si, pourquoi est-ce que ça s'alignerait? C'est pas comme des oiseaux, ils se voient pas les uns les autres pour décider d'aller ensemble. En effet, il n'y a absolument aucune perception visuelle dans nos petits grains, il n'y a d'ailleurs aussi aucune intelligence, c'était même une de nos motivations pour avoir utilisé ces systèmes physiques modèles, beaucoup plus simples à comprendre que les systèmes biologiques. Néanmoins, ce sont des disques et donc on peut se demander pourquoi ils s'alignent et comment ils s'alignent. En effet, si on prend des objets allongés, comme ces petits X-Bugs dont nous parlions il y a 5 minutes, quand ils se collisionnent, parce qu'ils sont allongés, on comprend bien qu'ils vont s'aligner. Maintenant, nous avons affaire à des disques. La raison pour laquelle ils s'alignent nous a en fait posé question pendant un certain temps. Il est crucial de bien la comprendre car elle fait toute la différence avec le modèle de Vicek. Dans le modèle de Vicek, souviens-toi, nous avions un oiseau était un point et l'oiseau était muni d'une flèche qui définissait en même temps l'orientation de l'oiseau et sa vitesse. Donc un oiseau, ça bouge toujours dans le sens de sa tête. Dans le modèle de Vicek, c'est ça la vision qu'on en a. À partir du moment où on travaille avec des objets véritables, dans lesquels on a designé une orientation par la forme de l'objet ou par le dessin des pattes de l'objet, comme nous le voyons encore ici sur ce dessin, la vitesse et l'orientation de l'objet peuvent être différentes. L'objet est orienté de l'arrière vers l'avant, toujours, c'est invariable. Par contre, typiquement, après une collision de cet objet avec un autre objet similaire ou avec un mur, sa vitesse va prendre une orientation différente de celle de l'objet.
Alors à partir du moment où on a ces deux flèches qui ne sont plus alignées l'une avec l'autre, ceci va induire une rotation, un peu comme une voiture déraperait si elle n'est plus en train de se déplacer dans la direction de son axe de conduite normal. Et c'est cette rotation qui va induire un alignement entre les deux particules qui se sont collisionnées. Donc ça c'est très important parce que c'est vraiment ceci qui montre qu'a priori un système actif réel avec une vraie masse, une vraie taille, un vrai objet physique n'est pas a priori la même chose que le modèle de Vicek. Ok, donc ces particules prennent de la place individuellement, mais ça veut aussi dire que si tu en mets beaucoup, elles vont commencer à être gênées les unes par les autres pour avancer. Est-ce que ça change beaucoup les propriétés? Ah mais si on prend beaucoup de petits marcheurs et que tu les confines dans un espace restreint, un peu comme une foule dans un hall de gare un jour de grande affluence, on va effectivement avoir des problèmes d'encombrement et les particules vont commencer à se bloquer les unes les autres. Si on reprend nos particules témoins par exemple, qui sont de simples disques, et que tu essayes de les compacter, eh bien tu vas voir qu'elles vont commencer à se ranger les unes avec les autres, c'est ce qu'on appelle la transition de cristallisation. En physique statistique, on s'intéresse souvent à des transitions de phase. Une transition de phase, c'est un changement brutal des propriétés d'un système quand on change légèrement la valeur d'un paramètre, comme la température ou la densité. Par exemple, la pression atmosphérique normale, l'eau présente une transition de phase à 0 degré. Elle est extrêmement différente une fraction de degré en dessous de 0 où elle est solide par rapport à une fraction de degré au-dessus de 0 où elle est liquide. Alors que de l'eau à 10, 20 ou 60 degrés, c'est pas très différent. En fait, on retrouve ce genre de transition dans plein de situations, dans des expériences réelles comme les cristaux liquides, et dans des modèles purement théoriques comme le modèle de Vicek. En particulier, si on prend des disques durs et qu'on les densifie, il y a une densité critique pour laquelle on passe d'un état liquide, où les disques ont des positions désordonnées, à un cristal, qui a des positions bien déterminées. Et quand les particules s'ordonnent de façon régulière, on dit qu'une nouvelle symétrie est apparue dans leur organisation. Et ça change totalement les propriétés du système, comme pour l'eau qui devient rigide quand elle gèle. Ok, donc tes disques témoins cristallisent quand t'en mets beaucoup ensemble, mais qu'est-ce qui se passe pour tes disques autopropulsés? Ah, la situation est tout à fait différente. La transition de cristallisation est violemment modifiée. Regarde ici, voilà une vidéo de ce qui se passe quand on augmente la densité de petits marcheurs. Donc, normalement, la cristallisation pour les disques témoins se passe continuellement et on voit progressivement le cristal se former, etc. Ici, tu vois qu'au contraire, on forme des petites cristallites très denses qui sont entourées d'une mer de particules actives, de petits disques actifs désordonnés. Et ceci, on a beau augmenter la densité, on voit toujours ces espèces d'îlots cristallins qui naviguent dans cette mer de particules désorientées, et ce jusqu'à des densités très élevées, beaucoup plus élevées que ce qu'on peut faire avec des disques normaux. Mais du coup, ça cristallise jamais vraiment? Alors, il a fallu pousser les densités très loin pour pouvoir commencer à observer un cristal. Alors, on finit par observer un cristal. À un moment donné, si tu mets des disques tellement proches les uns des autres comme un paquet d'oranges à l'étalage, tu es obligé de former une structure ordonnée. Mais ils veulent bouger. Ils s'alignent, et donc ce que tu vois, c'est un cristal qui coule, un cristal qui tourne. Et du coup, est-ce qu'il reste des questions qui se posent sur cette expérience? Oui, on peut encore regarder un certain nombre de choses, notamment par exemple la question des forces qu'exercent ces petits marcheurs quand ils rentrent au contact d'une paroi. Donc cette question en fait est une question qui se pose déjà dans la physique des gaz à l'équilibre. Autour de nous, toutes les petites molécules d'air tapent contre les murs de la pièce et en tapant contre les murs de la pièce exercent une force sur les murs. C'est ce qu'on appelle communément dans le langage courant la pression. Et cette pression, si je prends un liquide normal ou un gaz normal, ne dépend pas du conteneur qui contient les molécules. Elle dépend de la température de l'air, du volume de la pièce, et puis c'est tout. Il est très clair que si je prends mon mur et que je le peins en blanc, en vert ou en rouge, ça ne va pas changer la pression dans ma pièce. Les particules marcheuses nous ont laissé des surprises à cet égard. Donc on a mis des particules marcheuses dans une enceinte et on a mesuré les forces que ces particules exercent sur cette enceinte. Et là on a constaté que si on changeait la nature de l'enceinte, elles n'exercent pas les mêmes forces. Donc on est dans une situation où la pression entre guillemets, maintenant il faut être très prudent quand on utilise ce terme pour ces systèmes de particules actives, en tout cas la pression mécanique dépend de la nature des murs, ce qui rend ces systèmes hors équilibre beaucoup plus compliqués que les systèmes dont on a l'habitude au quotidien. Et est-ce que c'est possible de faire des expériences qui se rapprochent à nouveau plus du monde vivant? Ah, pour revenir un petit peu aux espèces type oiseaux et autres de façon contrôlée. Alors oui, en fait, il y a un peu deux stratégies. Ça dépend de ce qu'on appelle le vivant. C'est une question assez difficile en soi, déjà. La première stratégie, c'est de travailler avec des bactéries. Ça, il y a beaucoup de gens qui le font. Et pourquoi on travaille avec des bactéries? Parce qu'en fait, les bactéries, c'est presque des systèmes aussi modèles que les petits grains marcheurs dont on a parlé. Toute l'ingénierie génétique permet de contrôler ces bactéries de façon presque programmée. Et donc de cette façon-là, on travaille avec des systèmes vivants modifiés à souhait.
L'autre stratégie, et qui est celle que nous allons suivre à partir du mois de janvier ici, est de travailler avec des petits robots. Donc là, on peut reprendre la stratégie des marcheurs. Simplement, chacun de ces petits marcheurs, ce ne sont pas exactement les mêmes évidemment, mais chacun des petits marcheurs aura un petit capteur élémentaire, un petit émetteur élémentaire, un petit calculateur élémentaire, une petite mémoire embarquée, et donc sera à même d'avoir un début d'intelligence et donc capable de communiquer avec ses interlocuteurs pour accomplir des tâches plus complexes ou au contraire nous rendre la vie plus difficile, on verra bien. Eh bien, merci Olivier de nous avoir accueillis ici pour le projet Lutetium. C'était vraiment super d'avoir ce panorama des expériences en matière active. C'est moi qui vous remercie. Je suis vraiment ravi d'avoir contribué au projet Lutetium que j'aime beaucoup. J'ai prévu de vous remettre cette petite photo qui illustre les petits grains marcheurs dont nous avons parlé. Tu les vois ici dans leur régime dense, en train d'essayer de s'organiser pour faire le fameux cristal qui coule. Voilà, je sais que vous avez toute une collection des photos qui accompagnent vos vidéos et je suis heureux de te la remettre. Merci beaucoup. Et voilà comment on peut essayer de comprendre des vols d'oiseaux avec des grains qui sautent. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne voulez pas manquer les suivantes, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez quelque chose à dire sur cette vidéo ou son contenu, vous pouvez laisser un commentaire.